Vous êtes sur TMA, vous le faites bien, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat. Nous sommes le mercredi 1er avril, fête du travail. J'en profite pour vous souhaiter une excellente fête du travail. Ce soir, nous allons évoquer deux grands thèmes qui ont retenu notre attention. D'abord, nous allons parler de cette polémique autour des indemnités accordées aux membres du CNT. Ensuite, nous allons évoquer cette victoire, ce succès de la part des forces de défense et de sécurité, des FAMA, qui ont neutralisé un important chef terroriste de l'État islamique au Mali. Avec moi sur ce plateau, en ce jour férié, deux invités qui ont accepté de venir m'accompagner au cours de cette émission. D'abord, Abdrahmane Sissoko, directeur de publication du Ouagadougou. Bonsoir, M. Sissoko. Bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Et un habitué, M. Mokhtar Sow, directeur de publication de Malikile. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, M. Aïdara. Comment vous allez? Ça va. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonne fête de travail. Merci. Alors, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, pour les 26 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons décortiquer deux grands thèmes. D'abord, nous allons commencer par cette polémique qui entoure le Conseil national de transition depuis plus d'une semaine maintenant. C'est parti d'un document qui a fuité un peu sur les réseaux sociaux. Qui a été envoyé notamment à la Cour constitutionnelle pour avis. C'était une loi organique pour encadrer un petit peu les indemnités que reçoivent les membres du CNT. Une première question, d'abord je vais me tourner vers vous, M. Sissoko. Quel est votre avis sur toute cette affaire? Parce que c'est toujours une affaire qui est en cours, qui continue à faire parler. Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, d'abord, il y a plusieurs affaires dans cette affaire-là. Mais globalement, c'est quelque chose qui est choquant. Ça m'a beaucoup choqué parce que cette affaire vient à un moment où on demande à la population malienne de serrer la ceinture. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les membres du CNT ont voté une loi organique en novembre 2023. C'est d'ailleurs une loi qui a été votée en huis clos, ça veut dire qu'en catimini, et ça a été envoyé à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui se trouve dans cette loi? C'est d'encadrer les émoluments perçus par les membres du CNT. Et encore, c'est depuis 2020, on demande que la loi soit rétroactive de 2020 à maintenant. Premier problème. Deuxième problème, si vous dites la loi, on dit indemnité de monture, indemnité de ceci, indemnité de cela, indemnité de... on ne fixe pas les montants. Pourquoi? Quelque part, on ne veut pas que le peuple sache combien il gagne. Ça, c'est le premier problème que j'ai eu. Je n'entrerai pas dans l'histoire de la loi pour dire que c'est juridique ou pas, parce que je ne mettrai pas ce point-là. Mais moi, je le place sur le plan de la morale. Les membres du CNT ne peuvent pas nous dire qu'ils prennent un indemnité de représentation. Ils représentent quoi? Ils représentent qui? Un indemnité de restitution. Ils restituent quoi? À qui? Qui les a mis là-bas? C'est les gens qui ont été pris sous la base d'un décret. C'est le président qui les a choisis. Et en vertu de quoi il peut prétendre prendre les avantages que les députés avaient. C'est ça le problème. C'est là où ça fait mal. Les députés percevaient des émoluments. Ça, c'est dû à leur fonction. Parce qu'ils viennent sur la base d'un vote, ils représentent une communauté, ils représentent des cercles, ils retournent dans leurs cercles, ils font des restitutions, ils font ceci, ils font cela. Et ils contrôlent l'action gouvernementale, ils font beaucoup de choses. C'est là où on donne cet argent-là. Mais les membres du CNT, déjà, excusez-moi l'expression, je ne vais pas mettre tous les membres, les 147 personnes dans le même sac. Il y a des hommes de valeur dans le CNT, ça c'est indéniable. Mais excusez-moi l'expression, il y a également des cancres là-bas. En fait, il y a des cancres là-bas. Comment est-ce que des gens qu'on a pris dans la rue et qu'on les mette au sommet de l'État, que ceci peut permettre de prendre 3 millions, quand vous calculez tous les émoluments, ça fait 3 millions, une indemnité de carburant, 350 litres, une indemnité de téléphone, ceci et cela. Pourquoi? Un petit peu moins que 3 millions. Oui, mais de toutes les façons, ça fait plus d'1 million quand même. À un moment où on demande au peuple malien de serrer la ceinture, ça fait plus de 3 millions. Ça dépend de qu'est-ce que vous occupez. Sinon, quand vous calculez les membres du bureau et autres là, ça fait plus de 3 millions. La vérité, c'est ça. Mais là, 3 millions, pendant qu'au même moment, vous demandez à la population malienne de serrer la ceinture, pendant qu'au même moment, la population souffre le martyr quand même. Le problème de l'EDM est là. Le problème de l'EDM, ce n'est ni plus ni moins qu'un problème d'argent. Pourquoi ces mêmes moments-là, et les gens osent sortir quand même pour nous dire
des arguments quand même qui sont tirés de tout chevet. Alors, ce qui a été dit aussi, c'est que ces indemnités, ce n'est pas un fait nouveau. Ils le prennent depuis qu'ils ont été installés. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'essayer d'encadrer ça par une loi, de rendre ça légal en fait, et que ça se passe maintenant. C'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi? Pourquoi ils attendent plus de 2 ans après leur venue pour essayer d'encadrer quelque chose qu'ils prenaient? Ils sont venus en décembre 2020. Je pense que le CNT, la date de l'entrée de la fonction du CNT, c'est en décembre 2020. Et c'est en novembre 2023 que vous prenez une loi pour encadrer. Pourquoi attendre 2 ans? C'est la question qui est là-bas. S'il n'y a pas une intention malveillante qui est cachée derrière cette affaire-là, pourquoi? Ça c'est le premier problème. Moi, je dis que je ne m'apaisanterai pas sur le cas, l'aspect juridique, parce que ça c'est autre chose. Mais moi, je m'apaisante sur l'aspect moral. C'est vraiment le manque de... Si vous regardez sur le plan éthique, ça va vraiment mal. Aujourd'hui, on a demandé au syndicat de surseoir aux revendications. On a demandé à tout le monde, même nous, quand même, la presse, quand même, où on donnait l'aide à la presse depuis le début de la transition, on n'a pas donné. Mais pourquoi nous, on accepte d'abandonner nos avantages et ils prennent les avantages? Voilà le problème. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. Pendant ce temps, il y a un pays voisin, je ne citerai pas de nom, mais où au CNT, les gens n'ont pas quelque chose, non, que des indemnités de session qui tournent autour de 150 000 francs par session. Mais nous, ici, nos gens la prennent combien? Vraiment, c'est un problème moral quand même. En tout cas, je le place sur le plan de la morale, mais l'aspect juridique, ça, c'est d'autres personnes qui connaissent mieux que le trou juridique, en parlant mieux que moi. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Sow, avec une partie de son analyse? Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette affaire? Oui, moi je partage une partie de son analyse. En plus de ça, j'ai une autre lecture de la situation. En fait, la loi permet, ce qu'ils ont fait, la loi permet que... on pose des actes et ensuite on le couvre juridiquement. Ça, c'est pas un problème, premièrement. Deuxièmement, pour moi, ces différentes indemnités ne constituent pas des problèmes en tant que tels si, comme il a dit, si les pays ne vivaient pas une situation critique en termes financiers, économiques et autres, quoi. Donc, sinon, les missions qui sont assignées aux membres du CNT aujourd'hui méritent quand même un certain nombre d'avantages qui sont cités dans la fameuse loi. Mais moralement, c'est difficile parce que le pays n'a pas les moyens aujourd'hui. Nous vivons des situations extrêmement difficiles. Le pauvre ministre des Finances, de l'économie et des Finances, il est obligé chaque mois d'aller chercher des prêts ici et là. Des fois 19 milliards pour un pays, c'est insignifiant par rapport aux besoins de ces pays-là. Et si un pays se ramène jusqu'à aller chercher 19 milliards, c'est qu'il y a des problèmes sérieux, quoi. Donc, au regard de ces différents problèmes, les CNT auraient dû suivre l'exemple du président de la transition, les membres du gouvernement auraient dû, je pense qu'ils subissent d'ailleurs, parce que on disait que les membres du gouvernement ils vivent avec 15% du budget, quoi, qui leur sont alloués. Donc, les CNT auraient dû aller dans ce sens-là. Mais si le CNT n'a pas suivi, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut regarder de près cette situation-là pour qu'on puisse sortir de là. Mais ils se sont couverts juridiquement et c'est tout à fait normal pour moi. Alors, bon, c'est pas encore totalement fait puisque la Cour constitutionnelle a demandé... Ah non, c'est fait. Hein. La Cour constitutionnelle a dit à la fin de l'arrêt, là où il a rendu son arrêt, que la loi n'est pas anticonstitutionnelle. Donc la loi, elle est conforme à la Constitution. Dès que la Cour constitutionnelle dit ça, ceux qui ont été observés en haut sont considérés comme des observations qui peuvent être réglées à la main d'ailleurs. Oui, c'était d'ailleurs des observations mineures, c'était des reformulations. Voilà, donc c'est des observations qui, même à la main, tu règles ça, c'est bon, hein, c'est pris en compte, c'est bon là. Il doit être envoyé. Mais on le dit aussi que la loi ne vaut que pour l'avenir. Là aussi, il y a un problème. Non. Moi, je l'ai expliqué. En fait, le droit, non seulement c'est une passion, c'est passionnant, mais aussi c'est complexe. Et je pense même que c'est sa complexité qui fait que c'est passionnant. En fait, il y a un certain nombre de dispositions qui font que la loi peut se permettre de rétroagir. Et ça fait partie. Dès qu'une loi elle-même prend ses propres dispositions pour dire que je vais rétroagir, cette loi-là peut rétroagir. Donc, dans les cas du CNT, elle peut rétroagir. Très bien.
ça, on l'aura appris déjà au niveau sur ce plateau. Mais ça n'enlève pas, comme il l'avait dit, le problème moral que ça pose, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se plaignent. Il y a des alertes qui ont été lancées par un certain nombre d'acteurs politiques par rapport à cette situation. Et on a dit qu'il y a eu la communication de riposte de la part de certains membres du CNT. Qu'est-ce que vous en avez pensé, M. Sissoko? C'est ridicule. C'est ridicule dans la mesure où on sait les conditions dans lesquelles la transition a été mise en place au Mali. Dans ce pays-là, les gens se sont suffisamment plaints du train de vie de l'État. Ça a été une revendication permanente dans ce pays-là. Les émoluments que les députés prenaient, ça a été dénoncé par beaucoup de citoyens. Et ce n'est pas la transition qui était venue quand même pour corriger quand même des insuffisances. Parce que quoi qu'on dit, la transition était censée corriger certaines insuffisances. Mais si c'est les mêmes personnes qui viennent pour corriger des insuffisances, ça donne à de telles pratiques-là, ça pose un problème. C'est pourquoi quand j'ai vu la réaction de certaines personnes, je ne vais pas citer du nom, mais je me suis dit, mais dans quel pays sommes-nous? Des gens où le peuple a refusé de les accorder le suffrage se permettent d'aller prendre de tels montants. Maintenant, ils doivent savoir les raisons pour lesquelles le peuple a refusé de les accorder le suffrage. Ces nains politiques-là pensent que ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Ils doivent savoir comment est-ce qu'ils sont. Il faut les rappeler comment ils sont arrivés au CNT. Ce n'est pas par mérite. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose, ils sont passés par des chemins que les hommes valeureux ont refusé de passer par ces chemins-là. C'est pourquoi ils se sont retrouvés au niveau du CNT. Maintenant, je vais répondre par rapport à ce que le confrère Sow disait. Il y a un problème, un autre problème. Les membres du CNT ne sont pas des députés. On va prendre une loi. C'est-à-dire que les membres du CNT auraient dû prendre une loi pour encadrer que les émoluments que les membres du CNT allaient prendre, qui ne sont pas des députés. La Cour constitutionnelle l'a dit, on l'a justement dit sur les différents plateaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire par devoir moral, ils ne devraient pas prétendre prendre ce que les députés prenaient. Parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas des députés. Si vous n'êtes pas des députés, vous ne pouvez pas prendre les mêmes avantages que les députés. C'est vraiment là le problème. C'est vraiment là où ça choque. On vous dit, on me dit, M. Sissoko, vous n'êtes pas M. Sow. Mais si M. Sissoko, vous n'êtes pas M. Sow, mais vous ne devez pas prendre les avantages que M. Sow a. Non, je suis vraiment désolé. Ça, c'est au niveau des termes que l'on utilise, parce qu'eux, ils estiment qu'ils font le même travail que les députés faisaient. Même si c'est vrai que la manière dont ils ont été installés, les autres ont été élus, eux, ils ont été nommés, c'est pas la même chose. Mais ils estiment faire le même travail. Ce n'est pas eux qui déterminent, qui dictent les lois de la République. Les lois de la République sont très claires. Les lois de la République disent que vous n'êtes pas... S'ils pensaient être suffisamment forts là, pourquoi ils ont envoyé la loi au niveau de la Cour constitutionnelle? Pourquoi ils brandissent aujourd'hui pour dire que la Cour constitutionnelle a dit que la loi est conforme à la Constitution? Mais pourtant, cette même Cour constitutionnelle les avait dit qu'ils ne sont pas des députés. Pourquoi ils ne prennent pas ça? Enfin, voilà les raisons pour lesquelles, à chaque fois quand on demande le retour à l'ordre constitutionnel, ce sont les mêmes gars qui sortent pour prendre des arguments tirés depuis l'époque byzantine pour nous ramener, dire ceci, dire cela. Voilà les raisons. Parce que c'est des gens qui prennent autant d'argent qu'ils ne veulent pas quitter cette situation. Or, ils savent que quand on part aux élections, qu'ils n'auront même pas certains n'ont jamais été aux élections et d'autres ont été aux élections, ont été battus à plate couture. Ils n'ont même pas pu avoir 300 voix. Et ce sont ces gens aujourd'hui qui prétendent parler au nom du peuple malien. Vraiment, c'est ridicule. Bien sûr, il faut que tu réagisses. En fait, c'est ce que j'ai dit. Il est revenu encore sur la morale. Moi, je partage son opinion sur la question morale. Mais sur la question juridique, c'est ce que j'ai expliqué. La mission qu'ils ont aujourd'hui, cette mission leur confère des droits, des différentes indemnités là. Vous voyez un peu, parce qu'ils jouent exactement le même rôle des gens de l'Assemblée des députés. Maintenant, en ce qui concerne les questions morales, ça j'ai déjà répondu. J'ai dit que c'est tout à fait normal, que c'est scandaleux de voir une situation pareille alors que nous autres, on est en train de mourir de faim. Et ça, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne la communication du CNT, non, c'est sérieux. C'est malheureux de voir que, après avoir décelé ces problèmes-là, que ce sont les membres même du CNT qui sortent pour essayer de défendre l'indéfendable. C'est inacceptable. Bon, les mêmes membres aussi
qui s'expriment. C'est depuis 3 ans. Les mêmes. Oui, Depuis 3 ans, c'est toujours les mêmes. Justement. Donc, c'est ce qui est ridicule et dangereux pour l'institution et pour la transition. Je crois que les plus hautes autorités doivent prendre des dispositions parce qu'il a dit c'est des gens qui ont été nommés, donc on peut leur instruire à faire preuve d'humilité et plutôt de penser à un certain mea culpa au lieu d'aller s'attaquer aux gens pour dire qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer et tout. Et ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je crois qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens et que la transition, c'est comme toutes les étapes de fonctionnement d'une institution. C'est passager, ça va passer, donc on va se retrouver encore en famille. Donc il faut plutôt chercher, quand on a la gestion du pays à quelques moments que ce soit, il faut trouver une formule pour sortir avec la tête haute, pour retrouver la famille après, quoi. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, le premier point, peut-être que l'exécutif prenne, ou en tout cas donne un certain nombre d'instructions. L'exécutif peut le faire, parce que surtout le président de la transition lui-même, même le président du CNT peut le faire. Il peut appeler les gens qui sont en train de narguer les peuples pour dire arrêtez, on est là, on travaille pour eux, nous on a été tous nommés et sur la base de cette nomination-là, on travaille pour eux, donc on n'a pas le droit de venir leur dire que, par exemple, dire que on ne va pas enlever 1 centime de ces différentes indemnités, alors bien sachant qu'il y a des problèmes. Au contraire, je pense que la meilleure réaction du CNT aujourd'hui, c'est de dire que vous avez raison, nous avons tort, nous proposons de diminuer et chacun va avoir très prochainement ces diminutions-là sur leur indemnité. Et puis c'est bon. Maintenant, aussi faire preuve d'une certaine transparence pour que les gens sachent, puisqu'on spécule beaucoup sur ce qui est gagné par les membres du CNT. C'est vrai. Il faut qu'il y ait cette transparence-là aussi. C'est vrai qu'il faut de la... D'ailleurs, la gestion de l'État, c'est toujours ça. C'est toujours sur la base de la transparence. Aujourd'hui, il y a des anciennes personnalités de l'Assemblée nationale d'autres sont en prison, d'autres sont en dehors du pays, et sur la base des gestions pour lesquelles on est en train de les reprocher des choses, même si peut-être, je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr que il a dû y avoir des moments où encore il a manqué de transparence et que des auditeurs, à travers le bureau de vérificateur ou le CLEI ou autre institution, ont dû passer pour voir qu'il y a eu des failles dans la gestion. Et il faut toujours savoir que la gestion de l'appareil d'État, c'est toujours comme ça. Pendant ou après la gestion, on va déceler les failles et les failles risquent de vous retourner comme des cailloux sur la tête. Je vois, oui, vous voulez réagir, ensuite on va passer au deuxième thème. En fait, pour clore sur ce sujet, il y a le réseau malien de lutte contre la corruption, selon mes informations, a saisi le vérificateur général pour essayer de savoir s'il n'y a pas de corruption dans cette affaire-là. D'ailleurs, il y a un nouveau vérificateur général en place qui vient d'être installé par le président de la transition. Le second élément, dans cette affaire-là, vous avez parlé de transparence. La bonne gouvernance suppose d'abord la transparence. Et cette affaire-là met en nu tous les arguments avancés par les autres de la transition. Parce que je l'ai dit encore une fois de plus, en annonçant seulement indemnité, c'est indemnité, c'est là, et en ne fixant pas de montant, nous pose un sérieux problème sur le plan de la transparence. Parce que si la Cour constitutionnelle n'avait pas fait cette observation-là, certainement il allait mettre les montants qu'il veut. En fait, parce que comme la Cour constitutionnelle exige à ce que la loi soit publiée dans le journal officiel, quand vous mettez certains montants, le peuple va savoir combien vous percevez et ça va encore faire augmenter la colère de la population. C'est pour éviter tout ça là qu'ils n'ont pas voulu mettre... C'est la déduction que j'ai faite. Certainement, ils n'ont pas voulu mettre les montants. Et puis également, la façon dont la loi a été votée. Personne ne savait le vote de la loi. On a voté la loi en catimini, entre eux, entre soi. Ça pose un problème. C'est comme s'ils ne sont pas là-bas pour la population. Encore faut-il qu'il faudra dire encore une fois de plus, qu'il faudra chaque fois rappeler ça, qu'ils ont été quand même nommés, ce n'est pas des gens qui ont été élus. Très bien. C'est vraiment ça illustre le comportement ça illustre le comportement de tout ce qui s'agite, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias. Pour moi, c'est qu'il s'agit même, on doit aller plus loin que de les recadrer, quoi, parce qu'ils en ont trop fait.
Et à chaque fois, ce sont les mêmes gars qui sortent pour manquer du respect à la population et des gens que vous êtes censés représenter. Mais les gens ont le droit de s'indigner quand même Tout à fait. de ce que vous faites. Vraiment, aujourd'hui, je pense que le président du CNT doit prendre ses responsabilités pour interdire à tous les membres du CNT de sortir sur les réseaux sociaux pour narguer. C'est le mot qu'il a utilisé, pour narguer. C'est vraiment narguer la population et ça augmente la colère des uns et des autres. Alors, nous allons suivre ça dans les jours, voire dans les semaines à venir. Donc, nous allons passer d'une polémique à une bonne nouvelle, en tout cas qui a été célébrée comme telle sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est la neutralisation d'un important chef terroriste de l'État islamique, Abu Huzaifa, un Sahraoui ou un Marocain, c'est selon là où on se place, qui a été neutralisé au cours d'une opération spéciale qui a été menée par les FAMA au cours le week-end dernier, je pense bien. Alors, cela a été présenté par plusieurs observateurs comme un important succès, une victoire tactique pour les FAMA qui se positionne encore plus dans cette posture offensive. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouvelle, Monsieur Sow? Non, c'est un premier mot, c'est de dire bravo aux FAMA, parce que cette personnalité, c'est chef terroriste, c'est l'un des terroristes, je pense, après Osama Ben Laden, qui a fait souffrir les forces spéciales américaines le plus, quoi, vous voyez un peu. Donc si aujourd'hui ce sont nos FAMA qui arrivent à neutraliser ces derniers, c'est que vraiment il faut faire chapeau aux FAMA et puis dire qu'aujourd'hui nous pouvons fièrement dire au monde que nos forces de défense et de sécurité ont récupéré la main, non seulement sur le territoire national, mais aussi et dans la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, le nouveau partenariat entre les trois pays, le Burkina, le Niger et le Mali, dans le cadre de l'AES, je pense que ça va être appelé peut-être les forces de défense de l'AES. Je pense que ça va davantage renforcer ces partenariats-là. Et puis, voilà, en espérant aussi que cette victoire va permettre à renouveler. Et renouveler, c'est peut-être le meilleur mot, mais on peut trouver mieux que ça peut-être, du partenariat entre les États-Unis et le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Très bien. Alors, comme je le disais, c'était un important chef terroriste qui a été neutralisé. Il l'a rappelé aussi. Il dirigeait l'attaque qui a conduit à la mort de plusieurs soldats américains au Niger, à Tongo. Est-ce que, puisque ce n'est pas la première fois, en tout cas, qu'il y a un chef terroriste de l'État islamique qui soit neutralisé par les FAMA, est-ce que ça démontre véritablement le changement de paradigme de la part de nos forces de défense et de sécurité? Tout à fait. C'est quand même un premier pas, un pas très important. On ne peut que se réjouir de la neutralisation de Hugo, quand même, qui est, vous l'avez rappelé, c'est un important chef terroriste. C'est quand même la preuve que l'armée malienne quand même fait de son mieux sur le terrain, parce que la neutralisation de ce dernier, comme je ne reviendrai pas sur les circonstances, qui est quand même du domaine militaire, mais ce que ça peut faire sur le plan politique, sur le plan symbolique, c'est quand même très important. Vous l'avez rappelé, le monsieur était considéré comme celui qui a dirigé l'attaque contre les forces spéciales américaines à Tongo, et d'ailleurs le département d'État américain avait même mis sa tête à prix. Si les forces de défense et de sécurité arrivent à neutraliser ce dernier, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'espère que sa neutralisation va contribuer à pacifier cette zone-là, et ça va contribuer également à revigorer, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité du Mali, quand même, qui vont continuer à aller dans cette allure-là, afin de pacifier non seulement cette partie du territoire du Mali, mais l'ensemble du territoire national. Parce que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, je ne dis pas que c'est purement sécuritaire, mais c'est quand même partie quand même de la situation sécuritaire. Et si nous arrivons quand même à avoir des victoires sur ce terrain-là, ça pourrait quand même ramener un peu la paix et la quiétude dans le pays. Continuer donc à essayer de pacifier le pays, à mener des opérations, parce qu'on sait que les différents acteurs sont encore nombreux. Il y a encore l'État islamique, il y a le JNIM, il y a probablement les ex-rebelles ou rebelles encore qui sont en train de se préparer possiblement pour
essayer de se venger de la prise de Kidal. Donc les défis restent encore nombreux. Tout à fait. C'est pourquoi cette victoire avec cette neutralisation, j'ose espérer quand même que ça va encore accroître la vigilance des forces de défense et de sécurité. Parce que c'est une étape, mais il y en a plusieurs étapes qu'il faudra faire pour arriver à la victoire finale. Et vous l'avez rappelé, les différents groupes qui écument dans la zone. Je pense qu'au-delà de l'aspect militaire, c'est mon point de vue, je pense qu'il faudra conjuguer d'autres choses maintenant à l'aspect purement militaire, parce que l'aspect purement militaire, ça va faire ses effets, mais il faut aller souvent au-delà de l'aspect militaire pour quand même essayer de ramener la paix, là que j'ai vu et un communiqué de l'armée hier qui annonçait qu'un groupe s'est rallié à l'armée malienne. C'est quand même une bonne chose quand même. Voilà des choses quand même qu'il faudra continuer à faire pour essayer, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce combat-là sans pourtant savoir les raisons pour lesquelles ils sont dans ce combat-là. Certainement, en essayant d'ouvrir des débats avec eux, de parler avec eux, on peut les ramener à la raison. On peut leur dire que vous n'avez pas d'autre choix que la mère patrie. Votre bonheur ne peut se trouver qu'ailleurs, que dans la nation malienne. Maintenant, en faisant ce discours-là, ce dialogue-là, cette concertation-là, ça pourrait quand même dissuader certaines personnes. D'abord, ceux qui sont là-bas, et ça va dissuader d'autres personnes qui avaient l'intention de regagner les groupes terroristes. Je pense qu'il faut conjuguer les deux, l'aspect militaire et puis d'autres aspects, notamment le dialogue, quand même pour ramener certaines personnes à la raison. Et ceux qui refuseront de ramener, de voir la raison, on peut les attaquer. Mais quand même, c'est quand même une bonne chose pour l'armée malienne et elle doit continuer quand même à être vigilant pour qu'on puisse avoir la victoire finale. Alors très bien, et on va conclure là-dessus avec M. Sow. Il a dit, l'armée a aussi annoncé dans un communiqué qu'il y a certains qui ont rendu les armes. Donc cet état de fait plus la neutralisation de cet important chef terroriste, est-ce que ça peut effrayer les ennemis des FAMA? Oui, c'est clair. Ça, il faut le dire, c'est justement parce que justement l'ennemi est effrayé qu'il commence à rendre les armes et tout. Et d'ailleurs, pour un peu rire, il y a un de nos confrères qui a un peu scénarisé la neutralisation. Il dit qu'il y a eu un corps à corps, on a déchiré les bras du monsieur et tout. Pour vous dire que tout ça, l'armée monte vraiment en puissance jusqu'à un certain niveau où il y a lieu de s'inquiéter côté ennemi. Et je suis sûr que, comme il a dit, si on ouvre un peu les fenêtres, il y a beaucoup de groupuscules qui vont rentrer par la fenêtre pour nous rejoindre. Mais attention, il ne faut pas les recevoir comme ça pour leur faire confiance. Il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe, est-ce que pas et tout. Pour plus de sécurité pour eux-mêmes, pour nos femmes à eux-mêmes, mais aussi pour les populations qu'ils sont en train de protéger. Vérifier, revérifier, analyser, donc ce sera le dernier mot. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles analyses. Merci à M. Abdrahmane Sissoko, directeur de publication du Ouagadougou, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à M. Mokhtar Sow, directeur de publication de Mali Kilé, également d'avoir été sur notre plateau. Merci, mon cher Aïdara. Merci également à vous. Encore une fois, excellente fête du travail. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée à tous.